Il rentre tard, fatigué d'un long voyage d'affaires. L'avion avait vomi son corps et ses pensées dans la nuit, mais le trajet en voiture jusqu'à la maison avait quelque chose d'ordinaire, presque rassurant. Les lampadaires qui se succèdent, le portail qui glisse, le dôme feutré des arbres. Sa valise ferme encore des odeurs de villes étrangères, exhausteur de café et sable, quand il franchit enfin le seuil. La maison est celle que l'on imagine pour un millionnaire. Vaste volume, marbre poli qui renvoie une lumière froide, un escalier large comme une promesse. Pourtant, au milieu de cette perfection, il y a une porte entr'ouverte, une lucarne de lumière jaune qui fuit un couloir. Un jouet traîne sur le pas, un petit chausson rouge posé sur une marche, comme un point d'interrogation laissé au sol. Il entend d'abord le silence, puis un petit pas pris à contretemps, comme si quelqu'un avait marché sur la pointe des peurs. Une silhouette, un corps recroquevillé sur un fauteuil, et puis la chevelure, ou plutôt l'absence de chevelure là où il en avait l'habitude. La tête trop petite dans son cou, la peau du crâne visible, comme si quelqu'un avait pris un couteau et effacé ce qui l'attachait à son enfance. Sophia lève les yeux. Il connaît ses yeux. Le même arc de sourcil quand elle invente un mensonge, la même bonté quand elle offre une fleur trouvée au coin de la rue. Mais maintenant, il y a une ombre en plus, un étonnement qui dit « Ce qui m'était familier m'a été arraché ». Il s'agenouille, tout est instinct. La maison, le marbre, les avantages, les contrats, tout s'efface devant la petite qui se blottit contre sa poitrine. Il la serre sans calcul, comme si l'étreinte pouvait recoudre l'espace arraché entre ce qui a été et ce qui restera. Il entend sa respiration haletante et murmure pour la première fois d'un ton qui n'autorise ni colère ni casquette d'homme d'affaires. « Je suis là ». C'est un simple souffle répété. « Je suis là ». Elle répond par un murmure presque inaudible, qui tient plus d'un appel qu'autre chose. « Papa ». Ces deux mots forment, en ce moment précis, tout le monde. Le temps se rétrécit jusqu'à eux. Il observe le crâne rasé de sa fille sans qu'un détail ne soit spectacle. Il y a des traces, une peau rougie, des pellicules d'un shampoing qu'il ne reconnaît pas. Il y a un ours en peluche écrasé près d'elle, dont un œil a l'air triste. L'odeur de parfum qui imprègne la pièce est trop forte, florale et calculée, comme si l'air même avait été réécrit pour camoufler autre chose. Une voix derrière lui, douce et parfaitement mesurée, rompt ce silence. Véronica apparaît sur le seuil du couloir. Elle porte un tailleur impeccable, un sourire calibré, la posture des femmes qui savent se montrer généreuses sous le feu des caméras. Elle penche la tête, voit l'escarcelle émotionnelle et sans trembler explique « C'était pour le bien de Sophia. Il fallait qu'on agisse ». L'étonnement de Raphaël se mue en une colère qui se contient. Pas de crise, pas de gestes incontrôlés. Il sait qu'une explosion maintenant ne protégerait personne. Il sait aussi que la colère peut être un bon moteur si elle devient stratégie. Il garde ses mains basses, parle lentement en phrases précises. Pourquoi lui avoir rasé la tête? Qui t'a autorisé? Véronica répond avec la même rengaine, celle qu'elle offre au monde. Il y avait un souci. J'ai pris une décision pour éviter qu'elle n'en souffre. Tu étais absent, Raphaël. Je fais ce qu'il faut. Sa voix est ferme mais douce, comme un pansement qui colle. Donna Lucia, l'ancienne nounou qui a élevé la petite pendant les nuits d'hôpital et les premiers pas, arrive essoufflée. L'allée de la maison a encore l'écho de ses pas. Elle s'appuie sur la rambarde, yeux humides, mains ravies par l'âge, mais droite dans la loyauté. « Ce n'était pas nécessaire », dit-elle d'une voix qui porte l'autorité d'une vie entière donnée aux enfants. Elle n'a jamais demandé ça. Raphaël regarde sa fille, puis Véronica, puis Donna Lucia. Il pense d'un coin de cerveau encore habité par la logique du business. Documenter, protéger, agir avec la même pondération qu'il utiliserait pour fermer un accord. Mais ce qui se joue là n'a rien d'un contrat. C'est la sécurité d'une vie petite, fragile, en reconstruction. Il appelle Marcelo, son avocat. Sa voix est brisée par la nuit et par la lourdeur de l'acte. « Sophia, quelqu'un lui a coupé les cheveux. » Marcelo, instantanément, passe en mode procédure. Il recommande de ne rien laisser partir dans la presse, de contacter immédiatement les services d'assistance sociale, de faire un examen médical pour documenter l'état
et de convenir d'un protocole de sécurité sans gestes impulsifs qui pourraient être mal interprétés. Il insiste sur un point. Toute mesure de collecte d'éléments doit être faite sous conseil légal, afin d'éviter que la preuve soit contestée plus tard. La nuit, dans la chambre au-dessus du marbre, Raphaël s'assoit par terre et écoute les petits rires étouffés de Sofia quand elle tient l'ours et lui raconte, dans la lumière d'une lampe, un monde où les monstres rétrécissent s'ils ont faim. Il regarde ses mains qui signent contrats et montent des entreprises, et réalise que pour la première fois depuis longtemps, elles doivent servir à autre chose qu'à accumuler. Elles doivent être présentes. Si cette histoire vous touche, dites-nous d'où vous regardez et laissez un like. CTA court, naturel, sans excès. Les jours qui suivent se déroulent comme l'esquisse d'un coup d'État contre l'innocence. Raphaël annule tous ses voyages. La maison devient un lieu de soins et d'ordre clair. La priorité est la petite. Il prend rendez-vous avec la pédiatre, organise un bilan psychologique avec la docteure Elena Moreira, une psychologue spécialisée en traumatismes infantiles, et invite Béatrice Santos, l'assistante sociale, à établir un premier rapport. Les rencontres professionnelles boxent la situation dans une froideur nécessaire. Béatrice arrive vêtue d'une veste simple, cahier à la main. Elle évalue la situation avec une voix d'ouvrier social, calme et implacable. Elle écoute, collecte, note. Elle ne dramatise pas, ne nie pas non plus. Elle verbalise ce que la loi et la prudence dictent, mettre en sécurité l'enfant, évaluer le risque, solliciter une mesure de protection si nécessaire. Elle explique aussi la suite possible: enquête sociale, rapport au tribunal des affaires familiales, audition de la mère substitutive. Tout cela, dit-elle, doit se faire vite, pour la protection de Sofia et pour la clarté des démarches. Pendant ce temps, la maison vit au rythme de petits rituels réparateurs. Raphaël fait le café pour Sofia, lui prépare un bol de céréales, lit des livres où la reine courageuse retrouve ses cheveux magiques après une tempête. Ils inventent une chanson pour le soir, un refrain simple que Raphaël répète comme une prière laïque: « Je suis là, tu es protégé ». Chaque répétition est une greffe d'assurance. La docteure Elena observe Sofia autrement. Ces séances ne sont pas des interrogatoires. Elles s'apparentent à des jeux, pâte à modeler, crayons, un cahier où surgissent des maisons, des soleils, des petites figures. Parfois, Sofia dessine une grande maison avec une petite porte barrée. Parfois, un visage sans cheveux sous un chapeau trop grand. Les gestes, les silences, les couleurs sont les phrases dont la petite dispose. Et Elena prend des notes discrètes, ne questionne pas frontalement, laisse les phrases émerger à leur rythme. Elle ne promet rien mais donne des pistes: établir une routine, restaurer la sécurité physique et émotionnelle, introduire des rituels qui signifieront à Sofia que le monde est prévisible. Raphaël assiste, maladroit parfois, respectueux souvent à ces séances. Il apprend à être patient, à suivre le tempo d'une enfant qui a besoin qu'on lui redonne des repères. Il change l'ours troué pour un autre, laisse sa petite main tenir la sienne à table, s'astreint à être plus présent. Ce n'est pas de la culpabilité performative, c'est un mandat intérieur, réparé avant tout. La collecte d'éléments à visée juridique commence sous la houlette de Marcelo et d'un enquêteur privé engagé légalement, João Martin, un homme au dos droit qui a connu la police et qui a gardé la précision des procédures. João explique à Raphaël ce qu'il peut faire sans outrepasser la loi: compiler des messages publics, interroger des témoins volontaires, retrouver documents et déclarations publiques, sécuriser tout ce qui est déjà dans le domaine public ou obtenu avec consentement. Il rappelle, avec gravité, que toute mesure intrusive doit être couverte par autorisation. Ils ne veulent pas offrir à Véronica la possibilité de retourner la situation contre eux en raison d'une erreur de procédure. Fernanda, l'ancienne assistante personnelle de Véronica, accepte de parler. Elle a quitté l'équipe il y a plusieurs mois, fatiguée par les exigences qui ne laissaient jamais de place à l'humanité. Elle arrive, une chemise froissée, une peur contenue, mais une décision ferme: dire ce qu'elle sait.
Elle révèle des échanges où la façade charitable de Véronica se superposait à des remarques de contrôle et d'humiliation à la maison. Elle n'a pas filmé d'actes violents. Elle n'en donne pas le spectacle. Elle parle d'une atmosphère et de petites piques, de modes de domination psychologique, chose suffisante pour montrer un pattern lorsqu'agrégé. João remonte aussi des éléments bancaires et des flux qui, s'ils ne prouvent rien de la cruauté, mettent en lumière une gestion opaque des structures de charité autour de Véronica. Il note paiements à consultants, dépenses en grandes sommes sans justificatif clair. Tout cela devient utile pour contrer la narration publique que Véronica sait si bien manier. Car Véronica sait manier l'œil public. Elle est aimée par des titres, invitée au gala, photographiée auprès d'enfants souriants dans des œuvres. Son équipe de communication entame immédiatement une stratégie, contrôle du récit, compassion affichée, tournée dans les cliniques pour montrer un visage maternel. Elle publie une vidéo courte, voix posée, où elle se dit profondément attristée et explique qu'une décision médicale avait motivé la coupe des cheveux. Explication vague que certains acceptent en surface parce qu'elle brille sous les projecteurs. La machine médiatique commence à humer le sang comme un troupeau. Des rumeurs déjà, le père absent, la belle-mère protectrice, la lutte pour la garde. Raphaël sent la colère monter, non pas seulement contre Véronica, mais contre l'étalement de la vie privée en place publique. Il redoute que l'histoire devienne une série de titres qui oublieront l'essentiel, la guérison de Sofia. Tiago Almeida, un journaliste indépendant au regard pragmatique, approche Raphaël différemment. Il n'appelle pas pour un like ou un scalp. Il veut comprendre, collecter, étayer. Il accepte de retrouver João, d'éplucher les documents publics et de confronter les versions, en quête d'un récit factuel. Sa curiosité n'est pas vorace, elle est méthodique. Il comprend que l'enjeu dépasse les protagonistes. C'est un cas qui interroge la différence entre image publique et comportement privé. Les premiers jours se chargent d'une violence lente, appels non sollicités, journalistes à la porte, commentaires acerbes sur les réseaux. Véronica place des extraits enjolivés de conversations, des témoignages biaisés. Un influenceur publie un post insinuant que Raphaël a laissé sa fille sans protection. Le monde réagit en flots et reflux. Raphaël apprend à respirer entre les vagues. Dans le bureau au mur neutre, Marcelo et Raphaël élaborent la stratégie juridique. Marcelo insiste, dossier médical complet, témoignage de la nounou, rapport de l'assistante sociale et audition prudente. Ils envisagent une demande en mesure protectrice d'urgence. Mais Marcelo prévient aussi, la procédure doit être construite pour être recevable. Si la preuve provient d'un enregistrement, il faut savoir comment elle a été obtenue. Les décisions non conformes à la loi pourraient se retourner. Marcelo pose la question que l'angoisse rend atroce. Souhaitez-vous une décision rapide au risque de passer à côté d'éléments? Ou préférez-vous constituer un dossier solide, même si cela prend plus de temps? Raphaël choisit la plateforme de la patience armée. Il veut l'efficacité, mais pas la faute technique. Il comprend que sa richesse ne doit pas corriger l'erreur d'un système, mais l'améliorer. Il demande à João de concentrer ses efforts sur ce qui est légalement incontestable. João accepte. Dans le huis clos de la maison, Sofia continue d'écrire des petits mots. Un matin, elle colle un dessin sur le mur du salon. Un soleil, une robe bleue et deux figures. Une grande qui tend la main vers une petite. Au bas du dessin, de petites lettres tremblées. « Papa, je suis là !» Raphaël lit et sent les larmes prêtes, mais il les retient pour ne pas effrayer sa fille. Le dessin devient une pancarte, un point d'ancrage dans un monde qui chancelle. L'enquête de João met au jour un détail troublant. Plusieurs photos publiques de Véronica montrent, en fond, enfants aux têtes nouées, parfois avec une coupe prononcée, toujours présentés comme renouveau. Le pattern n'est pas la preuve d'un acte illicite, mais compose un récit cohérent avec le témoignage de Fernanda. João rapporte ces éléments, lesquels permettront, dit-il, de démontrer une tendance comportementale si elle est confrontée à des preuves directes. Parallèlement, Dr Helena travaille à établir un diagnostic prudent de l'état psychologique de Sofia, sans étiquette hâtive mais avec des recommandations.
accompagnement thérapeutique régulier, activités qui rétablissent le sentiment de contrôle chez la fillette, une routine stricte pour le coucher et la limitation des interactions avec la figure déstabilisante jusqu'à ce que le point soit éclairci. Elle explique que le trauma n'est pas une plaie que l'on ferme d'un coup, c'est un tissu que l'on recoue fil par fil avec la patience des gestes. Raphaël commence à se transformer dans les détails du quotidien. Il refuse désormais les voyages non indispensables, met en place des réunions le matin après avoir déposé Sophia à l'école, prend un abonnement à une application de mindfulness, s'inscrit à des ateliers sur la parentalité. Ce sont des modifications concrètes, des prières en actes. Il se rend compte qu'il ne suffira pas d'un jugement pour réparer. Il faudra des années de constance. La guerre d'opinion monte d'un cran quand Véronica organise une intervention médiatique plus forte, une conférence de presse où elle apparaît entourée d'enfants souriants, d'experts en beauté et d'images d'œuvres caritatives. Elle plaide pour la dignité de ses actions et leur prétendue bienveillance. Les tableaux sont parfaitement orchestrés. L'opinion, pour beaucoup, est un jeu de miroir. Celui qui brille est souvent cru. Thiago publie un article nuancé. Il montre la séquence des événements telle qu'elle peut être vérifiée, rappelle la présomption d'innocence et souligne l'importance de la protection de l'enfant. L'impact n'est pas immédiat, mais le message infuse. D'autres voix indépendantes commencent à appeler à la prudence face aux postes viraux. Tout cela met en lumière un paradoxe. Une figure publique qui prêche la charité et la protection des enfants peut, hors des caméras, exercer des méthodes coercitives. Le public a du mal à accepter que l'image ne soit pas le vrai miroir de l'intimité. Le cas de Sophia devient un miroir brisé qui renvoie des fragments différents selon l'angle. Un après-midi, Joan revient avec un élément plus saillant. Une série de messages vocaux d'un groupe privé où certains proches de Véronica s'étaient exprimés d'un ton moqueur à propos de petites crises et de rééducation. Là encore, ce n'est pas un document qui prouve la violence physique, mais il cartographie une mentalité. Marcelo sourit tristement. Ce seront des éléments pertinents pour démontrer un pattern. Ils doivent être présentés avec précaution, mais ils pèsent. La tension monte. Raphaël passe des nuits courtes, non à cause d'un emploi du temps professionnel, mais parce qu'il apprend à tenir la présence avec la même constance qu'un métier. Il s'installe au pied du lit de Sophia parfois. L'écoute respirée, lit des histoires qui parlent de courage. Il apprend à compter les petites victoires, un sourire rendu, un soir où la fillette accepte de laisser Elena la coiffer doucement, un dessin sans sombre. Un matin, la maison est envahie par une effervescence discrète. Marcelo a rédigé une requête pour mesures protectrices d'urgence. Béatrice a envoyé son premier rapport social qui signale un haut niveau de risque et recommande la limitation des contacts. Elena a fourni son constat clinique. Raphaël signe. Ce geste n'est pas un triomphe, c'est une nécessité. Il se présente au tribunal des affaires familiales avec une valise d'émotions et un dossier structuré. L'audience préliminaire est convoquée. Les mots techniques « mesures provisoires »,« garde provisoire »,« audition » se mêlent ici à des enjeux humains. Marcelo rappelle que le juge appréciera la somme et la qualité des éléments présentés, et que la décision recherchée n'est pas une condamnation morale immédiate, mais la protection de l'enfant dans l'attente d'un examen plus complet. Dans le couloir du tribunal, Sophia tient la main de Raphaël. Ce geste est désormais un symbole simple et puissant. Elle serre, se rassure et lui murmure, dans un souffle qui dit plus qu'un plan, « Je suis là ». Raphaël répète « encore et toujours », et ce petit mantra devient pour un instant la seule chose qui compte. Les portes s'ouvrent. Ils entrent. Les regards sont sérieux, la salle sent le bois poli et les papiers. Autour d'eux, d'autres histoires attendant d'être jugées, d'autres voix attendent d'être entendues. Raphaël ne sait pas encore comment la procédure se déploiera, ni quelles preuves seront admises, ni comment la machine judiciaire arbitrera entre apparence publique et révélation privée. Il sait simplement qu'il va demander, avec fermeté et respect,
que la sécurité de sa fille passe avant tout. Alors que la juge se prépare et que les premières plaidoiries s'organisent, un dernier détail survient. Un message anonyme qui circule sur les réseaux avec une photo tronquée. Elle vise à faire douter, à diffamer, à brouiller encore le tableau. Marcelo lève les yeux, évalue et rappelle. Nous restons centrés sur les éléments vérifiables. La salle semble retenir son souffle. Le monde extérieur, celui des likes et des commentaires, bat la mesure d'une vie qui se construit à l'intérieur d'un tribunal. Raphaël serre la main de sa fille. Elle regarde la juge comme on regarde un adulte qui pourrait rendre le monde visible à nouveau. Il murmure, juste assez fort pour elle. « Je suis là ». La porte du prétoire se referme doucement sur la première étape d'une bataille qui ne fait que commencer. La porte du prétoire se referme doucement sur la première étape d'une bataille qui ne fait que commencer. À peine sorti, Raphaël sent le monde reprendre sa cadence extérieure. Coup de téléphone, journaliste, la vie qui continue comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose a changé de façon irréversible. Il n'est plus seulement un chef d'entreprise, il est le garant de la vulnérabilité d'une petite main serrée dans la sienne. Les semaines qui suivent l'audience préliminaire ressemblent à une course d'obstacles, où chaque pas doit être calculé pour préserver avant tout Sofia. La décision provisoire, rendue quelques jours après l'audience, accorde à Raphaël la garde provisoire, assortie de mesures protectrices strictes, contact limité entre Sofia et Véronica, visite seulement en présence d'un tiers agréé et d'un professionnel, interdiction formelle pour Véronica de publier quoi que ce soit sur le cas. La juge explique, en termes sobres mais fermes, que la priorité est la sécurité psychologique de l'enfant et que l'autorité publique ne se substitue pas à la famille, mais la protège lorsqu'elle est en risque. Véronica, entourée de ses avocats, annonce qu'elle fera appel. Sur son visage connu, l'expression se fissure un instant, comme si la mise en scène parfaite laissait maintenant entrevoir des inquiétudes sincères. Ses conseils juridiques prennent une posture combative mais circonspecte. Ils contestent la portée des éléments, demandent des vérifications techniques et promettent une défense vigoureuse. Ils affirment que des décisions hâtives ne servent personne. Marcelo, en face, garde le même calme méthodique. Dossier médical, rapport social, témoignages concordants et éléments publics assemblés forment une trame que la défense ne pourra ignorer sans s'exposer à des contradictions. La presse ne se satisfait pas de l'ordre clair rendu par le tribunal. Les flux de commentaires oscillent. Certains hurlent à l'injustice face à l'homme absent. D'autres dénoncent la manipulation d'une personnalité publique. Thiago prépare une série d'articles approfondis. Son obsession n'est pas la violence du scoop, mais la vérité des faits. Il interroge la relation entre philanthropie et contrôle, entre charité affichée et impérialisme émotionnel. Dans ses papiers, il juxtapose archives, photos de campagnes caritatives et témoignages anonymes de ceux qui ont travaillé de près avec Véronica. Son approche fait vaciller l'équilibre du récit public. João, l'enquêteur, continue de creuser dans l'espace légal. Recherche d'archives publiques, vérification comptable et entretien formel avec anciens employés. Il travaille toujours avec l'aval de Marcelo. Certaines trouvailles sont banales, d'autres plus révélatrices. Factures à des consultants peu identifiables, virements à des sociétés écrans, notes internes où l'on lit une volonté de standardiser l'image des bénéficiaires. Rien ne constitue, à ce stade, une preuve pénale autonome, mais l'ensemble brosse un tableau d'opacité suffisant pour inciter le parquet à ouvrir un examen préliminaire sur la gestion des fonds. Thiago publie ces informations avec prudence, en citant des sources et en laissant la justice faire son travail. Les réseaux sociaux restent un champ de bataille. L'équipe de communication de Véronica tente de reconstruire son récit, multiplie témoignages d'experts soignants qui louent son engagement, organise interviews soigneusement scénarisées. Mais à chaque tentative de sauvetage, surgissent d'autres voix. Fernanda, l'ancienne assistante, accepte de témoigner publiquement sous protection. Elle décrit une atmosphère de contrôle et de petites violences répétées. Sa parole, simple et née de l'épuisement, ébranle l'image étincelante
Les donateurs commencent à poser des questions et quelques partenaires retirent leur appui le temps d'un audit. Raphaël, entre les rendez-vous juridiques et médicaux, voit son monde se réorganiser autour des besoins de sa fille. Les voyages d'affaires s'espacent, remplacés par des réunions par vidéoconférence, des créneaux pris pour déposer Sophia à l'école, pour être présent à ses séances de thérapie. Ce n'est pas un simple ajustement logistique, c'est une réorientation des priorités. Il prend la mesure de ce que signifie la présence continue. Il apprend à repérer les silences de sa fille, à accepter ses peurs sans chercher à les réparer d'un mot ou d'un objet. Les séances avec la docteure Elena se multiplient et elles deviennent une boussole pour la famille. Elena construit un protocole thérapeutique adapté. Jeux dirigés, séances individuelles, thérapie familiale ponctuelle pour travailler l'environnement sécurisant. Elle insiste sur l'importance des rituels et des routines. Un rituel du coucher, un temps de lecture le soir, un coin dans la maison transformé en refuge, où Sophia peut revenir quand elle a besoin de calme. Elle propose aussi des groupes de parole pour parents afin que Raphaël intègre des stratégies de soutien émotionnel à long terme. Elena prévient avec sérieux, la guérison est lente, non linéaire. Il y aura des reculs, des nuits sans sommeil, mais aussi des symptômes d'apaisement qui, cumulés, montrent la progression. Pendant ce temps, l'audience suivante se profile. Les avocats de Véronica, Patricia et Dr Fernando cherchent des failles procédurales et proposent une lecture alternative. La coupe des cheveux serait une mesure mal comprise. Un geste imposé par la croyance en une solution esthétique à un problème psychosomatique, une version qui tente d'évacuer la culpabilité en la redistribuant sur un terrain médical. Marcelo réplique en centrant la discussion sur l'impact sur l'enfant et en réaffirmant la nécessité d'un environnement sûr. Il pose les preuves avec méthode. Le rapport de l'assistante sociale qui relate des altérations comportementales chez Sophia, les écrits de Fernanda montrant des pratiques répétées de contrôle, les photographies publiques qui attestent d'un pattern. Là où la défense tente de créer du doute, Marcelo préfère la constance. L'audience devient un moment lourd d'attente et d'émotion. La salle est pleine d'avocats, de quelques journalistes autorisés, de fonctionnaires et au centre de tout, une petite fille qui regarde le plafond comme si elle cherchait une étoile. Le temps judiciaire se déploie dans des registres différents, l'oralité des plaidoiries, la froideur des pièces soumises, la chaleur maternelle de quelques phrases devant le juge. Quand la reproduction d'extraits de messages et d'éléments publics est autorisée, la salle se tait. Les images projetées ne montrent rien de brutal. Elles sont faites de mots, de voix, de postures. Mais leur assemblage produit une force, la cohérence d'un comportement. La juge, femme d'âge moyen qui a suivi des formations en protection de l'enfance, écoute avec une attention professionnelle. Elle ordonne des auditions complémentaires, nomme un expert pour un rapport psychologique indépendant sur Sophia et décide de mesures conservatoires renforcées. Interdiction totale de contact non supervisé, mise en place d'une surveillance administrative des associations liées à Véronica dans le cadre d'un contrôle préliminaire. Et orientation prioritaire vers des ateliers de parentalité pour tous les adultes ayant un rôle central auprès de l'enfant. Elle rappelle, avec calme, que la justice ne cherche pas à punir mais à protéger, et que la présomption d'innocence reste pour toute personne un principe. Raphaël sent la pompe de l'adrénaline retomber en lui. Il sait que la victoire est partielle, mais nécessaire. Toujours prudent sur le plan légal, Marcelo conseille la famille, limiter la communication publique, ne pas répondre aux provocations, concentrer l'effort sur la reconstruction de preuves et la protection. Le rôle des professionnels est mis en lumière. Béatrice, l'assistante sociale, rédige et complète ses rapports. Elena fournit un document clinique précis, mettant en évidence les effets de l'événement sur la jeune fille. João organise les éléments publics de manière chronologique et légale. Tout est mis en ordre pour que l'affaire tienne face aux vérifications. La médiatisation n'explique pas tout, mais elle pèse.
Véronica, malgré les demandes de ses conseillers, conserve une posture de défense. Elle parle de malentendus, de mesures mal interprétées, de soucis pour la santé de l'enfant. Mais chaque intervention publique est désormais scrutée. Une vieille vidéo remontée par Thiago, où Véronica parle d'éducation ferme, en des termes maladroits, ravive des critiques. Quelques donateurs majeurs demandent des audits et réaffirment leur volonté de ne pas être liés à des pratiques contestables. Des partenaires médiatiques suspendent certaines collaborations. L'ONG de Véronica subit une épreuve qui, au-delà du cas particulier, pousse à une remise en question. Raphaël ressent un mélange de soulagement et de tristesse. La justice lui accorde des outils, la société commence à appeler à la responsabilité, mais la blessure de sa fille reste présente. Il s'applique à transformer sa douleur en force constructive. Il contacte des associations spécialisées et, avec l'accord de Helena et Béatrice, met sur pied un petit comité consultatif pour soutenir des actions locales de protection de l'enfance. Campagne d'information, formation d'enseignants, lignes de soutien et financement d'espaces thérapeutiques pour enfants. Il ne croit pas que l'argent résoudra tout, mais il sait qu'il peut l'utiliser pour ouvrir des portes, créer des ressources accessibles et soutenir la prévention. Le rôle de Thiago devient central dans la transformation du débat. Au lieu d'un lynchage pur, il choisit une voie instructive, explorant le mécanisme qui fait qu'une image publique devienne un alibi pour des comportements privés. Ces articles ouvrent un dialogue sur la nécessité d'un contrôle externe, d'une meilleure formation pour les figures d'autorité et d'un renforcement des mécanismes de transparence dans les structures caritatives. Les enquêtes journalistiques n'accusent pas à la place des tribunaux, mais elles poussent des organismes de régulation à agir. Sur le plan personnel, la quotidienneté de Sofia se recompose par petites touches. Un matin, elle accepte de laisser Helena peigner doucement ses cheveux avec une brosse souple. Ce geste, minime pour un observateur, est une victoire. Un autre jour, à l'école, une camarade lui offre un serre-tête avec des étoiles. La première fois que Sofia porte un accessoire volontairement choisi, avec un sourire qui ne cache pas la fragilité. Raphaël note chaque progrès sans en faire un objet d'exhibition, il les conserve comme on collectionne des graines précieuses. Il y a dans cette reconstruction des rituels qui prennent sens. Un coin de lecture où seul il se retrouve le dimanche matin, un petit calendrier où l'on colle les étoiles pour chaque jour où Sofia a eu une nuit calme, et la répétition persistante du mantra qui s'est transformé en promesse « Je suis là ». Ce refrain simple traverse les jours et devient encre. Raphaël le prononce encore et encore, non pour se rassurer lui-même, mais pour rendre le monde prévisible à son enfant. Les procédures judiciaires suivent leur cours. À mesure que le dossier gagne en consistance, des audits administratifs sont demandés pour l'ONG de Véronica. Certaines anomalies financières sont confirmées, comptes mal tenus, dépenses mal expliquées. Le parquet ouvre une enquête pour gestion irrégulière des fonds, tandis que la sphère pénale étudie la possibilité d'un chef d'accusation relatif à la mise en danger d'un mineur. Les avocats de Véronica contestent, dénoncent des interprétations hâtives et annoncent des recours. Marcelo rappelle que l'incertitude juridique demeure pour certaines questions et que seule la contrainte de preuve permettra des suites pénales. Il met toutefois en garde, dans le champ des conséquences sociales et institutionnelles, l'impact est déjà tangible. Au fil des mois, l'attention médiatique se transforme. La curiosité sensationnelle laisse place à un focus plus constructif. Ateliers de prévention, lignes d'aide, interviews de spécialistes expliquant comment repérer les signes de manipulation psychologique chez les enfants. Raphaël participe à quelques émissions choisies, non pour se mettre en lumière, mais pour parler de la nécessité d'outils concrets de protection et du rôle des institutions. Sa voix, auparavant centrée sur les affaires, acquiert un ton différent, celui d'un père qui plaide pour un cadre plus sûr. Il finance des programmes de formation et crée, avec d'autres donateurs, une bourse destinée à soutenir les familles vulnérables.
L'un des moments les plus délicats survient lorsque Véronica publie un court message vidéo expliquant que l'affaire est une tragique incompréhension et appelant à la tolérance. La réaction publique est mitigée. Certains manifestent encore de la sympathie, d'autres réclament des réponses plus nettes. Pour Raphaël, ces moments sont des rappels douloureux de la double dimension du combat. Il faut protéger sa fille, mais aussi éviter que l'audience se transforme en vengeance. Il choisit la retenue. Il ne s'agit pas de détruire une personne, mais de garantir que plus personne ne subisse ce qui est arrivé à Sofia. La guérison de la fillette progresse par étapes. Une journée, elle redécouvre son ours en peluche, longtemps négligé. La première fois qu'elle le serre sans crispation, Raphaël sent son cœur faire un pas de plus vers la normalité. À l'école, les enseignants, informés et formés, instaurent un plan d'accompagnement doux, un référent pédagogique, des moments de recueil, une tolérance pour les jours plus difficiles. La directrice organise un atelier sur l'empathie parmi les élèves, et la réaction des enfants est étonnamment protectrice. Certains amènent des dessins, d'autres choisissent de s'asseoir près d'elle à la récréation. Ces gestes, bien que petits, servent de pansement social. Le travail judiciaire se poursuit. Après une enquête plus approfondie, la justice saisit des documents comptables de l'ONG de Véronica et lance des vérifications. Sur le plan civil, un jugement final accorde à Raphaël la garde définitive de Sofia, assortie d'un droit de visite strictement encadré et conditionné à un travail thérapeutique approfondi pour Véronica si elle souhaite revoir sa fille. La Cour motive sa décision par la nécessité de stabilité pour l'enfant et par la corrélation entre le comportement constaté et l'altération du bien-être de Sofia. La presse titre sans triomphalisme, que le tribunal a priorisé l'intérêt de l'enfant. Véronica annonce qu'elle entend contester, mais le verdict sur le plan de la protection immédiate offre à Sofia un espace plus sûr. Raphaël assiste à l'audience finale avec la même humilité que la première fois. Il sait que la justice n'efface pas les blessures, mais qu'elle crée les conditions d'un reparcours. Après la décision, il tient à remercier dans un geste privé les professionnels qui ont accompagné sa fille, Béatrice, Elena, João, Marcelo. Ils échangent des phrases simples, sans grande déclaration publique. Les applaudissements qu'ils méritent sont remplacés par la discrétion d'un travail bien fait. Lorsque, enfin, la tempête médiatique s'éloigne, la maison reprend un rythme plus serein. Raphaël a restructuré sa vie, moins de voyages, plus de présence, réunions matinales après l'école, déjeuners partagés, week-ends où les emails restent fermés. Il s'est engagé auprès d'associations, non pour magnifier son nom, mais pour que des outils existent pour d'autres. Il subventionne des équipes mobiles de soutien psychologique pour cas d'urgence, finance des programmes de formation pour assistants sociaux et crée une plateforme d'information pour parents. Ce n'est pas la rétribution d'un geste privé, c'est l'usage responsable d'une position. Il sait que chacun peut être exposé. Il veut que l'accès aux ressources ne dépende plus d'un statut. La transformation la plus lente et la plus belle se joue dans la relation intime entre père et fille. Les nuits où Sofia se réveille, Raphaël se lève sans ostentation. Il la rassure doucement, lui raconte une histoire qu'il improvise, souvent le récit d'une petite fille qui apprend à dessiner le monde. Leur rituel favori devient la fabrication d'un cahier des petits triomphes. Chaque fois que Sofia réussit une étape, même minime, une nuit calme, un sourire offert, un geste de confiance, il colle une étoile sur une page. Ces étoiles composent, à la longue, un ciel personnel qui lui montre visuellement la progression. Un après-midi doux, alors que la lumière du salon tombe en faisceau tendre sur le tapis, Sofia prend un crayon et dessine une grande maison. Au premier plan, 2 figures se tiennent par la main et au bas du dessin, en lettres rondes, elle écrit, d'un trait hésitant mais décidé, « Papa, je suis là ». Raphaël encadre ce dessin et le suspend à côté d'autres souvenirs plus sobres. Une photographie de la petite au parc, une carte peinte à la maternelle.
Le dessin devient une relique quotidienne, un rappel silencieux de la promesse qu'il a faite et qu'il renouvelle chaque jour. Il arrive parfois que Raphaël regarde les choses avec une lucidité nouvelle. Il reconnaît que l'argent et la puissance peuvent aider à ouvrir des portes et à financer des solutions, mais que la vraie transformation naît de la constance, de l'écoute et de la capacité à rendre des institutions plus responsables. Il s'implique dans des dialogues politiques sur la protection de l'enfance, soutient des propositions de renforcement des contrôles dans les associations et encourage la formation continue des professionnels qui travaillent avec des mineurs. Sa parole, désormais, est celle d'un témoin plus qu'un requérant. Il parle en père engagé. Quant à Véronica, elle voit sa réputation se dégrader. Les enquêtes administratives sur sa gestion font des vagues. Certaines de ses activités caritatives sont réorganisées. Des responsables démissionnent et la structure subit des contrôles renforcés. La justice, dans sa lenteur, suit son cours. Les débats publics sur la responsabilité des figures d'autorité face aux enfants prennent une dimension nouvelle. Non seulement des actes doivent être sanctionnés, mais des mécanismes de prévention doivent être renforcés. Le pays découvre que la bienveillance affichée ne protège pas automatiquement de la maltraitance. Il faut des règles, de la transparence et des espaces de recours. L'histoire ne se conclut pas sur une note de revanche, mais sur une promesse renouvelée. À la maison, les saisons passent et les étoiles du cahier augmentent. Sophia vieillit d'un an, puis d'un autre. Sa chevelure repousse doucement, mais le centre de sa vie n'est plus la coiffure ou l'apparence, c'est le sentiment d'être vue et protégée. Lors de son anniversaire, la famille organise une fête simple. Quelques amis proches, des jeux choisis par elle, un gâteau décoré de petites étoiles. Raphaël l'observe souffler les bougies, et quand ses lèvres forment un petit sourire, il ressent une clarté profonde. La vie se reconstruit dans la répétition patiente des gestes. La dernière scène, si l'on peut l'appeler ainsi, se conclut dans le salon où tout avait commencé à se défaire. Sophia, désormais plus confiante, tient un cadre. À l'intérieur, le dessin qu'elle avait fait au début de la grande tourmente, 2 figures se tenant par la main et en lettres tremblées « Papa, je suis là ». Elle pose le cadre sur la table basse, regarde Raphaël droit dans les yeux et déclare d'un ton qui ne laisse place à aucune ironie. « Tu es ici ». Raphaël sourit, prend sa main et répond d'une voix basse, pleine de promesses. « Je suis là, toujours ». L'histoire laisse derrière elle des cicatrices, mais aussi des leçons. La protection d'un enfant exige vigilance, responsabilité et institutions fortes. L'image publique ne doit pas masquer la vérité privée. La guérison est un travail quotidien et collectif. Raphaël s'engage à poursuivre ce travail au-delà de sa vie privée, en soutenant des initiatives durables, en finançant des formations et en donnant voix aux professionnels qui veillent sur les enfants. Si cette histoire vous touche et que vous souhaitez en savoir plus sur les ressources disponibles ou comment agir en situation d'urgence, partagez cette vidéo de manière responsable et consultez les liens et contacts d'associations spécialisées en protection de l'enfance présents dans la description.